Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 13 juin 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter le 51e numéro d'Entre nous soit dit. Ce jour est un jour important pour l'Europe puisque les Irlandais votent aujourd'hui au suffrage universel. Ce sont les seuls des 27 pays qui sont censés approuver ou désapprouver le traité de Lisbonne, qui n'est qu'une nouvelle version du traité sur la Constitution européenne qui a été rejetée par la France au mois de mai 2005 et par les Pays-Bas également. Alors, à l'heure où nous enregistrons cette émission, c'est-à-dire en milieu de journée, nous n'avons pas encore les résultats du référendum irlandais et nous l'aurons vraisemblablement en fin de journée, mais quoi qu'il en soit, nous allons pouvoir nous exprimer sur ce sujet sans trop de risques, je pense, car nous avons invité un éminent spécialiste du droit européen, le professeur Jean-François Prévost. Bonjour Jean-François. Bonjour Claude. Le professeur Prévost donc, est d'une part un des plus grands spécialistes européens, du droit communautaire, et je précise à l'intention de nos téléspectateurs, mais le professeur Prévost nous le dira certainement avec beaucoup plus de force que je ne puis le faire, que le droit européen, ça n'est jamais que du droit français. Pour une raison fort simple, c'est le droit de l'ensemble de l'Union européenne. Alors c'est quand même, professeur Prévost, cher Jean-François, une notion qui paraît bizarre. Nous, en France, je parle des pouvoirs publics et de ceux qui s'expriment, nous avons l'air de considérer que le droit européen, le droit communautaire, comme disent les spécialistes, c'est une espèce de droit exotique qui ne nous concerne pas. Alors, quelle est la véritable portée du droit communautaire sur le système juridique français? La portée, elle est très simple, et elle est connue depuis très longtemps. Il y a même des arrêts du début des années 1960 qui l'ont affirmé, les fameux arrêts Costa contre Nel, Van Ganel-Loos. Le droit communautaire, on devrait l'appeler plutôt le droit commun. Ce serait plus simple. Le droit commun. Le droit commun, c'est-à-dire c'est commun à un certain nombre d'États, 6, 9, 10, 12, 27 aujourd'hui. C'est un droit commun. C'est du droit interne. C'est du droit interne, décidé en dehors du cadre national et de façon concertée selon des règles précises. C'est du droit commun qui, par surcroît, puisqu'il est commun à 27 États, doit mécaniquement, logiquement, être supérieur à toute autre disposition du droit interne. Ce qui veut dire qu'une directive qui entre en application, ou un règlement, on va prendre les anciens termes parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir les nouveaux termes, on attend toujours cette décision de l'Irlande pour savoir si le traité va être bloqué ou pas, une simple décision de la Commission est supérieure même aux règles constitutionnelles. Alors évidemment, pour l'instant, il n'y a pas de conflit, parce que les corpus constitutionnels sont à peu près conformes, mais c'est du droit interne supérieur à toute autre norme. Voilà, ça c'est simple, c'est simple. Et seulement c'est perçu, notamment en France. Pourquoi? Parce qu'on a une vieille tradition de nationalisme juridique. Et puis, il faut le dire, bon, je ne mets pas tous les membres des juridictions dans un même panier. Et notamment, il y a des magistrats tout à fait compétents qui savent ça et qui l'appliquent. J'allais dire qu'ils parfois ont le courage de l'appliquer. Ont le courage de l'appliquer parce qu'il y a souvent dans le droit commun, dans le droit communautaire, des dispositions qui sont plus favorables aux citoyens que les droits nationaux qui perdurent parce qu'on n'a pas encore effacé les lois ou les règlements ou qu'on essaie de les mettre en opposition. Mais il y en a beaucoup qui l'ignorent. Il y en a beaucoup qui l'ignorent ou qui ont peur de l'appliquer. Alors, c'est peut-être pas la même génération, mais c'est vrai qu'il y a une réticence qui est moins visible maintenant du point de vue des autorités. Vous avez vu que le site du ministère de la Justice a maintenant reconnu les choses depuis 2007. Mais il faut que ça rentre plus dans les mœurs, que les avocats, que les conseils, que les juridictions prennent conscience de cela. Ce qui est très curieux, parce que dans tous les autres pays, il n'y a pas de problème. Y compris en Angleterre, y compris en Italie, etc. Il n'y a pas de problème. En Espagne, pas de problème. Nous, il y a une sorte de vieux nationalisme juridique contre lequel il faut se battre. Alors, précisément, c'est là qu'est toute la contradiction de la situation française, puisque personne ne peut dire que le droit communautaire qui a été édifié d'une manière commune, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on entend parfois ou ce qu'on lit dans les médias français, ce n'est pas Bruxelles, comme on dit, qui dicte sa loi. Ce sont l'ensemble des États européens qui décident ensemble d'adopter un certain nombre de mesures qui s'appellent des directives ou des règlements. Et donc, c'est bien nous qui avons décidé de ce qui se passe. Oui. Et même lorsque nous sommes dans des processus à majorité renforcée et qu'on se trouve dans la minorité, on a décidé auparavant, par des contrats, par des traités, qu'on accepterait la règle. C'est comme si tout d'un coup, la minorité au Parlement disait « Ah ben non, moi je n'ai pas voté, je ne veux pas ». Donc, tout ça est un accord de base.
Et effectivement, au sein de ces organes, c'est donc une décision qui se prend de façon trinitaire, en quelque sorte. Il y a l'Assemblée, il y a le Conseil, il y a la Commission. Ce sont des mécanismes un petit peu compliqués qu'on essaie de simplifier. On essaie de dégager finalement quoi? On essaie de dégager un bien commun européen. Voilà. À partir de règles qui sont des règles essentiellement de libre concurrence dans une économie de marché. Alors précisément, l'autre critique que l'on entend très souvent concernant le droit communautaire consiste à dire que ce droit, finalement, est un droit importé, un droit presque illégitime, alors qu'en réalité on l'a accepté, bien sûr, et que, d'autre part, toutes les autorités de la République politique ont toutes, à quelques rares exceptions près, depuis des décennies, fait campagne pour l'intégration européenne. Donc c'est ça qui est absolument insupportable. C'est là qu'il y a une contradiction. Il y a une contradiction vraiment fondamentale, puisque quand on prend l'exemple, on y reviendra bien sûr tout à l'heure, de la sécurité sociale, qui est à l'évidence même, qui a perdu son monopole du fait de dispositions communautaires qui n'ont d'ailleurs rien d'un oukase, mais qui sont simplement la mise en musique de l'abolition des frontières, parce que ne peut plus y avoir de monopole quand il n'y a plus de frontières. Mais bref, quand on voit et quand on entend un certain nombre de personnes nous expliquer que la France peut se mettre à l'abri du droit communautaire, et qu'en même temps, les autorités de la République qui ont voté ces textes, n'oublions pas que ces textes ont été votés par M. Mitterrand et M. Bérégovoy, qui était Premier ministre à l'époque, à l'unanimité. À l'unanimité, transposé. Les décisions auxquelles vous faites allusion, celle de 92, voilà, la France était d'accord. Transposé de façon extrêmement tardive, mais extrêmement... Il a fallu que vous fassiez pression. Oui, exactement, mais extrêmement œcuménique, puisque c'est M. Balladur qui a fait la première transposition en 1993-94, deux lois, l'une sur les assurances, l'autre sur les institutions de prévoyance, c'est M. Jospin qui a terminé la transposition en 2001. Donc on ne comprend pas que tous ces gens qui militent pour l'Europe et qui finalement nous expliquent tout le bien qui peut nous advenir du fait des dispositions communautaires, n'aient jamais eu le courage, au fond, d'assumer leurs propres décisions. Et c'est bien là qu'est toute la difficulté, et c'est la raison, une des raisons, à mon avis, du non français en 2005. Parce que finalement, on nous a beaucoup dit que l'Europe nous apporterait énormément de choses, ce qui est, à mon avis, tout à fait exact, à condition qu'on applique les règles. Or là, nous avons en effet ouvert nos frontières, c'est le fameux acte unique de 86, qui s'est appliqué en 1993, et nous n'avons jamais pris les dispositions nécessaires pour que la concurrence qui en est résultée puisse, pour les entreprises françaises, être affrontée avec quelque chance de succès. Alors, est-ce que c'est désespéré ou désespérant? Écoutez, en tout cas, on a déjà des débuts d'explication, on comprend. Les dirigeants que vous avez cités, et qui appartiennent à différentes mouvances politiques qui sont étalées dans le temps, savent que c'est le bien commun. Ils savent que c'est ce qu'il faut faire pour créer en Europe une zone économique dynamique, avec une vie financière, une vie économique, une vie industrielle, ça qui puisse d'abord prospérer à l'intérieur de ses frontières et affronter une mondialisation. Ils le savent. Ils le savent, mais ils savent également que s'ils le disent, c'est comme quelqu'un qui serait un clerc et qui aurait eu la révélation du Dieu unique et qui n'ose pas le dire dans un monde polythéiste. Ils savent que s'ils le disent, notamment en France, il va y avoir ces corporatismes qu'on voit tous, que tout le monde regrette, sauf lorsqu'on fait partie d'une corporation. On est vraiment épouvantable. Et qui, à ce moment-là, vont faire qu'ils vont perdre les élections. Écoutez, ce n'est pas faire injure au monde politique que dire la majorité d'entre eux, les généralisations sont absurdes, mais la majorité d'entre eux, qu'est-ce qu'ils veulent durer, être élus, être nommés. Donc pas de vague. Mais en même temps, ils ont une conscience de l'intérêt général. Ils savent que c'est ça, donc ils sont pris dans une contradiction absolument redoutable. Effectivement, on attend qu'un ministre de la Santé, de la Protection sociale, tout d'un coup dise, écoutez, maintenant ça suffit, il faut quand même le dire. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça depuis 92, les uns et les autres? C'est pour qu'avec 1 euro de cotisation, on ait le maximum de remboursement, le maximum de prestations. Ça sert à ça, la concurrence, que moi j'appelle la concurrence, concourir vers un même but. Un libéralisme échevelé. C'est quelque chose qui doit servir le citoyen. Alors il faut que les gens qui font partie de ces corporations, on en fait tous partie, tout d'un coup, réalisent qu'ils sont aussi des citoyens et qu'ils ont aussi, cette fois-ci de façon égalitaire, le même intérêt. C'est tout un conflit. Alors il y a plusieurs hypothèses sur l'issue de tous ces conflits. Il n'y a pas que le problème de la sécurité sociale, il y a d'autres problèmes qui se posent. Il faut quand même dire que l'ensemble des dispositions communautaires de concurrence ont été largement appliquées en France.
Tout le monde sait bien que la concurrence règne maintenant en termes d'aviation, de transport, d'électricité, même s'il y a ici ou là des ententes. Des mésententes. Bon, la dernière, le dernier avatar, c'est celui des jeux en ligne. La France a fini par s'aligner, c'est tout à fait récent. Et donc, nous savons très bien que c'est inéluctable, car la seule autre issue, c'est de quitter l'Europe. Qui, même parmi les adversaires de l'Europe, qui dit qu'il faut la quitter? Personne. Dans l'état actuel des choses, on ne peut pas d'ailleurs. Enfin bon, disons au moment où nous parlons. Au moment où nous parlons, même si, quand quelqu'un veut s'en aller, il peut toujours le faire, finalement, même si c'est au mépris de ses engagements. Il y a plus de candidats à l'adhésion qu'au départ, voilà. Pour l'instant. Mais quoi qu'il en soit, ce qui a quand même de frappant, c'est que, au fond, l'Europe est actuellement dans une phase difficile. Pourquoi? Probablement, et vous allez nous dire votre explication, parce que les peuples ont quand même été assez largement absents de sa construction. Et aujourd'hui, nous mesurons bien, on l'a mesuré en 2005 avec les 2 référendums français et hollandais. Aujourd'hui, nous ne savons pas ce que l'Irlande va décider, mais il est certain que si le non ne l'emporte pas, il sera très fort. Et donc, on s'aperçoit bien qu'au fond, l'Europe se construit d'une manière qui n'est pas faite avec l'assentiment véritable des peuples. Alors, est-ce que c'est la bonne méthode? Certains nous disent oui, c'est la bonne méthode, parce que les peuples sont en arrière de la main et n'accepteraient peut-être pas un certain nombre de choses. Quelle est votre opinion sur le sujet? Écoutez, Claude, si on fait parler les peuples, ce qui est normalement le principe de la démocratie, que va-t-on réaliser? On va réaliser qu'entre la psychologie et la vision éthique du monde d'un Irlandais et d'un Hollandais, vous avez cité les 2 cas, il y a un abîme. Il y a un abîme, au point de vue des mœurs. Donc, il y a une formidable hétérogénéité des populations. Elles ont été formées par 1000 ans de civilisation, et donc les populations sont quand même très différentes. Et si le droit est l'expression effectivement des mœurs, à ce moment-là, on aura beaucoup de mal à trouver des points d'entente, des plus grands communs dénominateurs. Bon, cela étant, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure par définition. Alors maintenant, l'autre hypothèse, c'est nous sommes des clercs, nous sommes des savants, nous sommes des monarques éclairés, et on va proposer ça au peuple. Ou alors, on va le faire nous-mêmes. C'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. D'accord ? Bon, je crois que sans jouer le vieux couplet, répéter le vieux couplet en disant le droit c'est technique, c'est compliqué, il y a des interactions avec l'économie, on ne peut pas demander, effectivement, sinon on va tomber dans la démagogie. C'est vrai qu'il doit y avoir quand même déjà des ensembles représentatifs de sachants, en quelque sorte, de différentes mouvances, qui proposent un modèle. Le problème, Claude, c'est que depuis, même avant, depuis le départ, et ensuite, que ce soit l'acte unique 86, Maastricht, Amsterdam, Nice, dans lequel on est empêtré à l'heure actuelle, etc., le projet de constitution qui a échoué, on est toujours dans ce que j'appellerais un modèle standard. Et ce modèle standard, moi, ça fait des années que j'explique à mes étudiants, et qui doivent suivre ce référendum aussi avec intérêt aujourd'hui, en se disant peut-être que finalement le professeur Paulo a raison, et les peuvent encore rejeter, je n'en sais rien. Ce modèle standard, il ne peut qu'échouer. Et je vais rassembler votre dernière question avec mon propos. Pourquoi? On essaie finalement de transposer dans une construction qui est tout à fait nouvelle, qui n'a pas de précédent. On ne sait même pas comment qualifier l'Europe. L'Union européenne, c'est là, donc la personnalité juridique si le traité passe. Qu'est-ce que c'est? Une confédération? Une fédération? Une organisation internationale intégrée? Bref, tous ces modèles qui ont été créés à partir de l'État-nation et de ses combinaisons, ça ne trouve pas d'expression. Il n'y a rien, on ne sait pas quoi. On ne sait pas comment le qualifier, on ne sait pas ce que c'est. Alors ça, c'était une chance finalement. Pourquoi? Parce que si on se dit c'est quelque chose sui generis totalement nouveau, inventons des processus normatifs complètement nouveaux. Eh bien non. On a plaqué en quelque sorte sur cette chose qu'on n'arrive pas à qualifier des processus normatifs traditionnels. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'on veut de plus en plus faire une sorte de taylorisme normatif. La même règle pour tout le monde. La même règle pour tout le monde. Mais comment voulez-vous que ça marche? D'abord, comment voulez-vous prendre des décisions? Quand vous êtes 27 autour d'une table et que vous donnez simplement, pour des questions de procédure, 10 minutes à chacun, à supposer que les personnes respectent les 10 minutes. On sait très bien que dans les débats, on les dépasse toujours. À supposer qu'au bout de 10 minutes, on passe immédiatement à l'autre. Vous imaginez, vous avez fait le calcul pour une question de procédure, simplement.
Ajoutez à cela que tout d'un coup on dit on se revoit dans 6 mois. Il est évident qu'au bout de 6 mois, il y aura eu des élections quelque part, ce ne seront pas les mêmes interlocuteurs qui diront, si on revenait à la question précédente. Donc déjà le processus, en lui-même pour élaborer une norme, c'est très difficile. Mais ça on peut trouver des techniques. Mais surtout, vouloir faire la même règle pour tout le monde, ça c'est à peu près impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, il y avait un processus très intéressant, on appelait ça la directive. La directive, c'était on fixe les buts et les moyens. Mais des buts très précis quand même. Puis ça faisait 2 pages, 1 page, 2 pages. Et chaque État, selon que ça relevait de sa loi ou de son règlement, appliquait ça en fonction de son état juridique et de son état économique, social, etc. Autrement dit, on définissait les buts de façon très précise, et ensuite chacun l'appliquait. Mais les directives, elles se sont dévoyées, si j'ose dire. Les directives, maintenant, vous le savez, Claude, elles font 40 pages, elles ont un exposé des motifs, elles ont des titres, des chapitres, etc. Et donc on n'a plus à les transposer, on a simplement à les transcrire. C'est-à-dire que plus aucune liberté n'est laissée. Or, que faut-il? Et on ne va pas l'éviter, sinon ça ne peut pas se faire, c'est pourtant quelque chose de logique. Il faut que l'Union européenne fixe, selon les domaines d'intervention, pour les compétences partielles, etc., des buts extrêmement précis. Ça permettra d'ailleurs de dire qui nous sommes quand on fixe des buts, quand on a un itinéraire et qu'on a tout d'un coup un point d'arrivée, tout d'un coup on a une prise de conscience de qui on est. Ça, on veut un peu éviter le débat. Vous avez vu comment on a traité la concurrence. Non, mais finalement, c'est un moyen, c'est pas une fin, etc. Non, disons les choses clairement, un peu de courage. Les grands bâtisseurs ont toujours du courage. Donc, fixons des buts très globaux, ensuite sectoriels, et procédons surtout par directive en disant, voilà, maintenant, loi ou règlement, vous, tel pays, l'Italie, le Luxembourg, etc., appliquez. Respectez, alors sous contrôle de la Cour de justice, respectez, mais vous pouvez avoir des originalités en quelque sorte. Et à ce moment-là, étant donné qu'il n'y a plus de frontières, en principe, la concurrence va jouer et le meilleur droit finira petit à petit par s'imposer. Et ça va se faire de façon biologique au lieu de vouloir faire de façon mécanique. Et ça, tant qu'on est dans du taylorisme, la même loi pour tout le monde, des directives qui n'en sont plus, etc., mais Claude, c'est la quadrature du cercle. Ça va échouer. C'est écrit, c'est inscrit, mais simplement dès qu'on fait partie d'un organe, on veut du pouvoir. On veut du pouvoir, donc on veut pouvoir tout imposer. L'autre jour, un de mes étudiants me disait, mais monsieur, est-ce que vous ne pensez pas que les gens qui exercent le pouvoir, on devra avoir des bulletins de santé réguliers? Je dis oui, tout à fait, mais il y a un problème. Alors je vais être un peu polémique, Claude, vous me pardonnerez. Le problème, c'est que c'est le pouvoir qui est la maladie. C'est ça le problème. C'est-à-dire que dès qu'on a du pouvoir, on est poussé à vouloir. Et même l'élu ou le ministre, je ne sais pas comment le plus imprégné de bonne foi, a une sorte de tropisme comme ça. Donc, il faudrait des contre-pouvoirs. Vous savez, bon, c'est Marivaux qui disait le pouvoir devrait échoir à ceux qui n'en veulent pas. Oui, mais le problème, c'est que le pouvoir échoue à ceux qui ne veulent que ça, que ça, que ça. Oui. C'est ça le problème. C'est tout le problème, effectivement. Et donc, ça, on le retrouve à l'Europe. Il faudrait tout d'un coup qu'ils exercent leur pouvoir et leurs compétences pour bien définir les buts d'une civilisation, domaine par domaine. Ça, c'est très passionnant. Et ensuite, de voir en fonction de l'évolution, effectivement, de l'Allemagne, qui n'est pas la même que le Portugal et l'Espagne, comment est-ce qu'ils pensent pouvoir atteindre ces buts au mieux de ces buts qui seraient définis pour l'intérêt européen, mais aussi pour la mondialisation. Et à ce moment-là, il y aurait une sorte de compétition des droits, vous comprenez, mais qui sera encadrée par des buts bien précis. Alors, et ça vivrait. Mais ça, pour l'instant, personne n'y a même pensé. Alors, il est probable que ça se fera comme l'Italie, je le disais à une époque, le constructeur de l'Italie, par elle-même, ou par soi-même, tout simplement parce que un certain processus, quel que soit le résultat irlandais, est en train d'échouer. Nous voyons bien que l'Europe telle qu'elle est actuellement ne veut plus fonctionner. Elle avait déjà du mal à fonctionner à 15, à 27 c'est impossible. Elle n'arrive pas à se fixer même des objectifs communs et encore moins à laisser à chacun les moyens de parvenir à ces objectifs. Et donc finalement tous les pouvoirs en place nous expliquent mon Dieu, mais ça va être l'horreur. Si l'Europe constitutionnelle échoue, ce sera le libre marché. Personnellement, je ne pense pas que ce soit une catastrophe. C'est le libre marché qui permettra, à condition qu'il y ait des règles communes, et elles existent d'ailleurs. Il suffit d'appliquer les règles existantes et de laisser la Cour de justice
arbitrer, en réguler, quelque sorte, réguler, eh bien, nous aurons à ce moment-là cette concurrence des comportements qui finira par apporter de bonnes choses, parce que le constructivisme, au fond, n'a jamais rien apporté de très positif, sauf au tout début. Alors effectivement, il y a eu un volontarisme important dans la construction de l'Europe. Les pères fondateurs, comme on les appelle, ont vraiment voulu explicitement créer une cellule européenne qui s'agrandirait, mais sans doute ne pensait-il pas qu'elle s'agrandirait à ce point, et qui serait en quelque Il pensait en revanche qu'elle évoluerait plus vite. Voilà, et qu'elle évoluerait plus vite. Et donc, effectivement, nous sommes à un stade maintenant où je pense, et je ne crois pas prendre un pari risqué en le disant, où nous allons aller vers de plus en plus d'échecs européens qui finiront probablement par se traduire par un vrai succès. Le moment venu, quand nous pourrons commercer librement, nous assurer librement, circuler librement dans le cadre des règles établies, bien entendu, et bien à ce moment-là, il est probable qu'une fois débarrassés d'une bonne partie des hommes politiques, nous pourrons commencer à vivre un peu. Et de ce point de vue-là, l'évolution de l'Europe est assez semblable à l'évolution de la France. Alors précisément, la France. La France est un pays, paraît-il, de droit. Personnellement, je pense que ça n'est pas du tout un pays de droit, c'est même le contraire. Alors, je parle évidemment sous le contrôle d'un professeur de droit, ce qui me fait prendre un risque, mais comme je connais votre opinion, je sais que vous êtes très réservé également sur le respect du droit en France. Alors, où en sommes-nous vraiment? Je crois que les règles doivent changer, et il me semble que vous attachez de l'importance à la réforme constitutionnelle, non pas tant pour toute une série de motifs qui vont permettre au président de la République de s'exprimer à l'Assemblée nationale et au Sénat ou devant le Parlement. Vous savez que M. Sarkozy y tient beaucoup parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer ailleurs, donc il faut absolument trouver un endroit où on l'écoute. Mais pour le reste, il y a quand même une disposition très importante, c'est on va introduire le contrôle du juge constitutionnel. Pouvez-vous nous expliquer cette mesure et son intérêt? Oui, alors... M. Mazot, qui a été auditionné par la Commission, était hostile, pourtant ancien membre du président prestigieux du Conseil constitutionnel, était hostile à cette mesure. J'ai entendu ses arguments et ils m'ont étonné de sa part et ils ne m'ont pas convaincu. Que se passe-t-il à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, lorsqu'une loi est votée, ou est en cours de discussion, les quatre principaux personnages de l'État, le Premier ministre, le chef de l'État, le président de chacune des deux assemblées et réforme giscardienne, 60 députés ou sénateurs peuvent, à titre préventif, saisir le Conseil constitutionnel pour savoir si la loi qui va être votée est ou non constitutionnelle. Et à ce moment-là, le Conseil constitutionnel déclare non, telle disposition ne l'est pas, et on réajuste et on vote la loi. Une fois que la loi est passée, il n'y a plus rien à faire pour les citoyens. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de lois, et parfois des lois anciennes, mais des lois aussi, qui passent à travers le tamis en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est que ce tamis? Alors, le tamis, c'est juger la constitutionnalité d'une loi par rapport à un corpus constitutionnel. Alors, qu'est-ce qui va changer dans la forme et qu'est-ce qui pourrait changer dans le fond? Dans la forme, c'est quoi? Si cette réforme passe, en l'état actuel du texte, mais il faut voir s'il y a encore des modifications sénatoriales et ce que le Congrès va décider, les juridictions suprêmes, Conseil d'État et Cour de cassation, pourraient, alors comment, discrétionnairement ou pas, ils auront un pouvoir souverain d'appréciation, estimer que l'argument d'un justiciable qui dirait vous voulez m'appliquer telle loi en France, mais cette loi finalement, elle est contraire à la Constitution, il pourrait y avoir une saisine, il pourrait surseoir statuer le Conseil d'État et Cour de cassation, saisir le Conseil constitutionnel pour lui demander si effectivement la loi est ou non conforme. Et ensuite l'avis serait rendu et serait appliqué. Bien. Apparemment, il y aurait quand même un pouvoir discrétionnaire de la part du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Est-ce que c'est une nouveauté, ce pouvoir discrétionnaire? Non, après tout, en matière de recours préjudiciel en droit européen, le Conseil d'État, quand on veut faire interpréter, par exemple, une directive, etc., le Conseil d'État et la Cour de cassation peuvent dire non, l'acte est clair, il n'y a pas de problème. D'un autre côté, que se passerait-il en cas d'abus de l'application d'actes clairs? Bon, voilà le processus. Mais, Claude, il y a un autre problème qui se passe, c'est que depuis quelques mois, une commission, qui est présidée par Mme Simone Veil, doit normalement modifier le préambule. Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que depuis 1971, le Conseil constitutionnel a décidé que le préambule faisait partie de la Constitution. Ce qui n'a pas du tout été décidé par le comité consultatif qui avait préparé la Constitution. Le préambule donc, fait partie intégrante de la Constitution. Et on va le réviser. Et qu'est-ce qu'il y a dans le préambule? C'est un petit peu un fourre-tout en l'état actuel des choses. Il y a des références à 1789, la Déclaration des droits de l'homme, il y a des références aussi
au préambule de la Constitution de 1946. C'était une sorte de compromis dans lequel on fait allusion aux lois fondamentales de la République, aux principes particulièrement nécessaires à notre temps. Et le Conseil constitutionnel, à l'heure actuelle, va fouiller dans ce fatras pour dire ça c'est constitutionnel, ça ne l'est pas, etc. Donc il y a aussi un problème de sécurité juridique. Quand les députés sont sur le point de voter une loi, ils se disent que va me dire le Conseil constitutionnel? Il y en a qui disent donc on peut en débattre alors que le corpus constitutionnel devrait être très clair. Il n'est pas. Au début, le Conseil constitutionnel était là uniquement pour juger de la répartition entre la loi et le règlement. On ne se souciait pas du tout du préambule. Mais maintenant qu'on a mis le préambule et qu'on va en plus le modifier, il y a une grande incertitude. Je pense qu'il va être modifié dans le sens d'un élargissement et d'un éclaircissement, c'est ce que je souhaite. Auquel cas, ce sera formidable pour nous. C'est-à-dire qu'un justiciable aura la possibilité, effectivement, et peut-être avec des procédures particulières, je pense que c'est une procédure qui est très peu connue. Le recours direct en interprétation qui pourrait être fait, mais celle-là ce serait au sujet d'actes administratifs, mais dans lequel on pourrait inclure finalement des processus législatifs auprès du Conseil d'État. Mais normalement c'est prévu au terme d'une procédure judiciaire. Qui est actuellement, enfin donc le procédure constitutionnelle est actuellement en cours. On verra en juillet si ce projet passe ou ne passe pas devant le Parlement, s'il est présenté déjà, puis s'il passe. Et ensuite, ce sera quand même aussi une surprise pour les députés s'ils le votent, parce qu'ensuite, ils vont devoir revenir sur le préambule, et c'est là qu'ils vont voir quel est le corpus de référence. Voilà. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait tout dans un même temps. Ça aurait été plus logique. Ça aurait été plus logique. On va terminer cette première partie sur une simple remarque de ma part. Cette réforme qui va ou ne va pas être faite, nous allons le voir, est en fait une réforme qui est déjà mise en pratique justement à propos des règles européennes, puisqu'un magistrat, n'importe quel magistrat, et n'importe quel même quel membre d'une autorité administrative, une juridiction qualifiée de juridiction d'après le droit communautaire, voilà, peut parfaitement repousser. Il peut le faire en première, deuxième instance, et normalement il est obligé en troisième instance, en Conseil d'État, Cour de cassation. Donc, en fait, et ça, il faut que nos téléspectateurs le sachent, et qu'ils informent parfois leurs avocats qu'ils ne le savent pas. On peut invoquer le droit communautaire et demander au juge, effectivement, en cas de difficulté, de saisir la Cour de justice, qui doit harmoniser le droit. Alors, nos magistrats français détestent poser des questions parce qu'on leur a appris que c'est très mal de poser des questions. Sans doute ont appris ça dans des familles anciennes, etc. Mais ils vont bien finir par être obligés de le faire. Et c'est un des sujets que nous aborderons dans la deuxième partie de cette émission. A tout de suite donc. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, qui, je vous le rappelle, pour ceux qui suivent l'actualité, est enregistrée en milieu de journée le 13 juin 2008, c'est-à-dire à une heure où nous ne connaissons pas encore le résultat du référendum irlandais sur le traité de Lisbonne, et donc nous ne pouvons pas en tirer, bien entendu, les conclusions, sauf les conclusions éventuelles qui découleraient d'un succès ou d'un échec de ce référendum. Et pour en parler, pour parler de l'ensemble des problèmes européens qui ne sont pas assez souvent abordés dans les médias, et en particulier pas d'une manière suffisamment éclairée, nous avons eu la chance, le privilège et l'honneur d'accueillir le professeur Jean-François Prévost, éminent spécialiste du droit européen, qui enseigne donc ce droit à la faculté de Paris 5. Voilà, donc nous avons au cours de la première partie de cette émission évoqué le mode de fonctionnement juridique de l'Europe et même politique. Et je pense qu'actuellement il serait bon, dans cette deuxième partie, que nous descendions un petit peu au niveau des faits et des événements. Et en particulier, je crois que nos téléspectateurs qui suivent de près l'évolution des problèmes de sécurité sociale aimeraient vous entendre sur ce thème, puisque nous avons eu la chance d'avoir vos conseils pendant toute cette bataille que nous avons menée depuis maintenant plus de 15 ans, et même davantage, pour faire appliquer tout simplement les dispositions communautaires. Donc nos téléspectateurs seront certainement très intéressés de connaître votre sentiment. Alors, le sentiment peut s'exprimer à travers une simple question: comment se fait-il que la France n'applique pas, et que les tribunaux français n'appliquent pas d'une manière claire et nette les dispositions communautaires qui sont, je le rappelle, devenues toutes des lois françaises après transposition? Je crois tout simplement, Claude, que la réponse est la suivante. Le politique démagogique peut noyer le droit. Peut noyer le droit. C'est-à-dire que la peur va l'emporter. Si on reconnaît que depuis 92, donc ça fait 16 ans, si je calcule bien,
pratiquement 16 ans, puisque la première est du 18 juin, oui, du 18 juin 92. On a aboli, avec une période préparatoire, mais qui était largement dépassée, le monopole de la protection sociale. Ensuite, c'était en novembre, donc au premier franc pour les retraites et pour l'assurance maladie. Si on n'ose pas le dire, c'est parce que, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont été incapables d'expliquer les avantages extraordinaires que ça procure à tout le monde? Est-ce que vraiment l'opinion publique française est à ce point immature qu'elle ne puisse pas comprendre une explication très simple qu'on va donner dans quelques instants? Est-ce que les URSSAF ou tout ce monde de la protection sociale, avec toute cette puissance syndicale qui d'ailleurs est concentrée plutôt dans ce genre de choses, alors qu'on a une sous-représentation syndicale en France, leur fait peur? Est-ce que les politiques qui se disent, de toute façon, moi quand je suis ministre c'est pour 2 ans, donc je sais qu'il ne se passe rien, et finalement on va avoir des absurdités, c'est-à-dire qu'on va avoir les gens qui défilent pour la protection de l'emploi le lundi, et qui le mercredi vont défiler avec le slogan « Touche pas à ma sécu », et qui ne réalisent pas que le poids de la protection sociale telle qu'elle est organisée, alors qu'on pourrait l'organiser beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, avec un même principe de sécurité, serait beaucoup plus compétitif, et donc empêcherait un certain nombre de délocalisations si on appliquait tout simplement le droit. Je pense qu'on est dans le religieux politique, avec des dogmes auxquels on n'ose pas toucher. Mais il faut dire aussi, Claude, qu'il y a une très grande défaillance des politiques, vraiment de tous bords, qui n'ont pas eu le courage d'expliquer. C'est quoi le principe? Quand on dit on va faire de la concurrence, c'est quoi? C'est pas un libéralisme sauvage. Il y a des règles fixes de sécurité juridique. On est un des pays où effectivement on a une protection sociale parmi les plus élaborées au monde. C'est formidable. Ça nourrit un système de santé qui est aussi quand même très performant. Là, je m'adresse aux membres du corps médical. Et donc ça fait partie de notre standard de vie, de notre standing de vie, de notre vision de la vie en société. C'est formidable. Mais le problème, c'est que ça coûte trop cher. Le problème, c'est que ça coûte trop cher, et que comme ça coûte trop cher, ça va détruire ce système. Ça va le détruire. Ça va le détruire parce qu'il y aura de moins en moins de cotisants. Et déjà, le processus est engagé je ne veux pas dire de façon irréversible, mais de façon extrêmement alarmante. Alors, c'est quoi la concurrence? Ça consiste à dire, voici des règles. Voici comment est-ce qu'on est remboursé. On n'y touche pas. C'est le modèle remboursement sécurité sociale. Mais d'autres institutions, c'est prévu, comme vous le savez, par la directive, qui prouvent leur capacité à gérer ça, capacité technique, juridique, financière, qui donnent des règles de prudence, assurent la même protection, et de façon concurrente. Pourquoi? Parce qu'on veut assurer les mêmes prestations en abaissant les coûts. C'est tout. Imaginez ce qui se passerait, mon cher Claude, s'il n'y avait pas de concurrence en matière téléphonique. Mais quel serait le prix de la communication sur cet appareil s'il y avait un monopole? Extraordinaire. S'il n'y avait pas de concurrence en matière aérienne? Extraordinaire. Heureusement qu'il commence à y avoir un peu de concurrence en matière d'énergie aussi. Mais il faut faire une concurrence pour qu'on trouve un point d'équilibre entre prestations et coûts. Alors ça, ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils ont peur, qu'ils se disent, le premier qui va vouloir l'expliquer va échouer, je crois qu'ils ont tort. Le premier qui va vouloir le dire ne sera pas élu, je crois qu'ils ont tort. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un problème où il y a une sorte d'auto-intoxication. Alors, est-ce qu'il faudra arriver jusqu'au bout du processus? Est-ce qu'il faudra que le système, qui s'est déjà largement étatisé, alors que normalement il devait être géré par les partenaires sociaux, c'était formidable, hein, ce qui a été inventé à l'origine, c'est un système génial, hein, c'était une sorte de démarche fourriériste où les forces sociales, indépendamment des forces étatiques, dialoguaient. Alors maintenant ça a été bouffé, si j'ose dire, hein, par le mécanisme étatique. Détourné. Et à notre plus grand préjudice, à vous, à moi et aux téléspectateurs qui nous regardent. Seulement, quand on leur dit fin du monopole de sécurité sociale, ils ont l'impression que c'est la fin de la sécurité sociale. Oui, de la protection sociale. Alors qu'au contraire, c'est, un, son maintien dans les mêmes conditions, deux, c'est sa sauvegarde. Jusqu'où faudra-t-on qu'on aille? Et vous savez, Claude, n'oubliez pas que, pour ça comme pour d'autres choses, on est quand même un pays génial. N'oubliez pas qu'on avait inventé la ligne Maginot. Formidable. Et de passer au-dessus à côté. Alors nous, avec nos monopoles, on va continuer à faire des lignes Maginot, comme ça, juridiquement, ne serait-ce que... Hop, le droit interne contre le droit communautaire ou dans différents domaines. Ligne Maginot jusqu'à ce que tout d'un coup, je dis pas l'adversaire, mais la réalité passe au-dessus ou à côté.
Ça, c'est un trait Et de notre culture qui est très curieuse. La réalité passera par-dessus tout. Elle est déjà en train de le faire parce que nous avons remporté de très importants succès juridiques. Mais j'avoue qu'ayant conduit ce combat depuis plus de 16 ans, je m'attendais à tout, sauf à ce que la justice n'applique pas les lois. J'étais peut-être naïf, mais finalement, je n'avais jamais vécu une période comme celle que nous vivons depuis 2001, où après la bataille que nous avons menée, et vous avez été au premier plan de cette bataille, nous avons réussi à obliger le gouvernement français à appliquer les directives, enfin plus exactement à les transposer et à faire des lois françaises. À partir de là, j'avais la conviction, comme nous vivons quand même, paraît-il, dans un pays de droit et dans un état de droit, que face à des lois aussi claires et aussi nettes, eh bien, les magistrats appliqueraient. Eh bien non, ils ont été, dans leur grande indépendance, sommés de ne pas appliquer les lois par le pouvoir politique, et dans leur grande indépendance, ils s'inclinent. Alors, ils s'inclinent de moins en moins. Il faut dire de ce point de vue-là que le virage vient d'être pris par le Conseil d'État, qui a pris la peine, et ça vous le savez mieux que personne, pour la première fois à ma connaissance, de publier une circulaire indiquant, elle est récente, elle a un peu moins d'1 an, qu'il fallait appliquer le droit communautaire. Et nous savons, vous et moi, que le ministère de la Justice, sur son portail Internet, indique avec beaucoup de clarté que le juge national doit écarter toute disposition contraire. Alors, qu'on me permette d'évoquer un souvenir personnel qui vous concerne. La première fois que je vous ai vu, nous avons été mis en rapport tout simplement parce que nous étions, moi en tant que combattant pour ces dispositions communautaires et vous en tant que spécialiste du droit européen, nous avons été amenés à nous rencontrer et la première leçon de droit que vous m'avez donnée concernait l'arrêt Simmental. Alors ça peut paraître un peu compliqué pour nos téléspectateurs, mais c'est tout simplement une évolution de l'arrêt Costa que vous évoquiez tout à l'heure et qui disait très clairement et très nettement que le juge communautaire le juge français, le juge national, doit écarter toute disposition contraire. Et j'ai eu la grande satisfaction de voir, et ça notre conversation remonte à pas mal d'années, le temps passe, de voir que le ministère de la Justice, officiellement, sur son site internet, reprenait très exactement cette disposition. Je crois qu'à partir de là, il va devenir beaucoup plus facile maintenant d'obliger la justice à appliquer la loi. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Bon, écoutez, je l'espère. Je pense quand même qu'il y a des réactions, je disais des réactions politiques, des juges ou des politiques. Et finalement, en vous écoutant, Claude, je pensais à certaines choses. Finalement, le droit communautaire, même à travers les médias, est toujours présenté sous son aspect négatif. Je veux dire, dès qu'il y a des chasseurs, des agriculteurs, etc., qui ne sont pas d'accord, on présente cela, et finalement, à travers des revendications purement sectorielles qui font complètement oublier l'intérêt général, on finit par avoir une image négative, et même nos téléspectateurs ont peut-être une image négative du droit communautaire, parce qu'on ne le présente jamais en disant « c'est formidable, regardez », et pourtant Dieu sait s'il y a matière à, parce que comme je le faisais tout à l'heure avec mon téléphone. Et on présente toujours des gens qui, à un moment donné, dans leurs intérêts particuliers, qu'il faut prendre en compte, mais qu'il faut quand même placer face j'allais dire, au contexte général de l'intérêt général, rouspètent. Donc, petit à petit, avec ces revendications sectorielles et qui s'ajoutent, on finit par avoir un portrait à la Signac en pointilliste, et les gens se disent « non, c'est vraiment un mauvais droit, puisque tout le monde rouspète ». Et c'est ça aussi qui crée une sorte de malaise. Et il n'y a pas de contre-information là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des politiques, ou il n'y a pas des gens qui disent « oh là là, formidable ». Les agriculteurs pourraient notamment le dire aussi, malgré les difficultés qu'ils rencontrent. Formidable, le droit communautaire nous a sauvés. Et quand on va à Orly et qu'on prend un billet, on dit, vous avez vu, imaginez qu'il y a un monopole encore d'Air Inter ou d'Air France. Vous imaginez que le billet, là, j'en ai eu un à 70 € aller-retour sur Bordeaux. Imaginez ce que ça aurait été. Ah oui, mais ça on le dit pas. Et je comprends pas les politiques, ça, je comprends pas les politiques. Et si vous voulez, est-ce que c'est du courage? Non, parce que du courage, ce serait de dire quelque chose qui est foncièrement désagréable. En plus, c'est agréable, et qu'il le fasse, Ça me rappelle effectivement une conversation que j'ai eue au ministère de la Santé, donc en 1994, juste avant la date limite d'application des directives européennes. Rappelons que c'était le 1er juillet 1994 que ça devait s'appliquer. Et je me rappelle que le ministre à qui j'avais demandé comment allez-vous annoncer au pays qu'il est désormais libre d'assurer sa protection sociale,
il m'avait répondu, mais on ne l'annoncera pas. Voilà. Mais comment se fait-il? C'est qu'une mesure très positive. Mais vous ne vous rendez pas compte. Il m'a même dit, vous êtes fou, il va y avoir des manifestations épouvantables. Et je lui avais posé cette simple question, et vous allez voir à quel point c'était un dialogue de sourds. Mais enfin, monsieur, quand il y a des manifestations en général, c'est parce que les gens réclament de l'argent. Or là, vous allez leur rendre leur argent. Croyez-vous que les gens vont manifester parce qu'on va leur rendre de l'argent? Il a arrêté le débat en disant, il y aura quand même des manifestations. C'est-à-dire qu'ils sont partis d'un principe très simple, à partir du moment où on touche à quelque chose, il y aura des manifestations. De ce point de vue-là, il se peut qu'il n'ait pas tort, il y aurait peut-être des manifestations, mais l'immense majorité des citoyens, voyant que leur compte en banque s'améliorait, n'auraient pas manifesté. Et c'est effectivement là qu'on rejoint votre analyse. Mais Claude, d'abord observation générale et ensuite mesure particulière. Observation générale, on sait, bien avant Galilée, même les peu Copernic et même avant, que finalement c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, n'est-ce pas? Mais on continue à dire le Soleil se lève et il se couche. Absurdité complète. Oui, c'est effectivement. Vous voyez où je veux en venir? Oui, à peu près. Donc nous sommes dans un problème copernicien ou galiléen, et donc en fait... Non, attendez, là, au stade où on en est, on continue à dire que la Terre est plate, hein, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Non, il y a une mesure, hein, Claude, que vous connaissez, et malheureusement ça n'est pas appliqué, il faut qu'il y ait une prise de conscience. La prise de conscience, ça se fait avec des choses matérielles. Alors, il faut vraiment... Je crois que Dassault avait essayé de le faire pendant un certain temps. Il faut que tous les salariés de France, tous les salariés, y compris dans le secteur public, touchent sur leur fiche, sur leur compte en banque, ne serait-ce qu'un instant de raison, la totalité. Je dis bien la totalité, parce que la notion de part patronale est une imbécilité. Oui, il n'a pas de sens. Les salariés dans une entreprise, c'est eux qui créent les richesses aussi. Donc les parts patronales, on a l'impression que c'est le patron qui a vendu ses actions de chasse, ou revendu sa Maserati pour payer ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc que la totalité des charges qu'il paie dans tous les domaines, ça arrive sur son compte en banque à un instant de raison. Et ça repart. Alors là, il va y avoir une prise de conscience. Là, il va y avoir une prise de conscience, on va dire, mais c'est un prix extraordinaire. Et que d'autres, effectivement, arrivent en disant, écoutez, moi, je vous propose la même protection, voici à quel coût. Là, les gens vont commencer à réfléchir. On va dire, oui, mais est-ce que je peux avoir confiance dans une grande compagnie d'assurance privée? Ben, il y a bien des assurances obligatoires, comme l'automobile ou la protection civile d'un appartement, qui sont obligatoires, et qui sont très importants, hein, qui parfois, notamment en matière automobile, avec des dommages au tiers, et la personne met en cause la légitimité, la solidité des grandes compagnies d'assurance qu'on ne va pas citer. C'est ce que disait d'ailleurs Claude Bébéa avant qu'il ne devienne beaucoup plus prudent, et beaucoup, c'est peut-être l'âge, hein, il faut avoir des excuses. Il disait, quand il était encore le président exécutif d'AXA, qu'il est beaucoup plus facile d'assurer un cancer qu'un accident d'automobile. Et il avait raison, car les conséquences d'un cancer sont évidemment, quand elles sont négatives, très fâcheuses, mais l'accident d'automobile, ce sont des responsabilités en chaîne qui peuvent aller très très loin. Et donc, on n'a pas confiance dans les sociétés d'assurance, ou d'ailleurs dans les mutuelles, parce que après tout, c'est leur métier aussi, alors qu'il est beaucoup plus difficile, effectivement, de faire certaines autres assurances. Mais là aussi, on retrouve la trahison des clercs. Et je vais vous donner deux exemples. J'ai eu l'occasion, à mon micro, d'interroger Jean Boissonnat. Bon, et non pas sur la télévision, mais sur une radio où j'officiais. Et il m'avait expliqué que finalement, il était issu d'un milieu modeste, et que maintenant, grâce à la sécurité sociale, on pouvait se soigner. J'ai eu envie de lui dire, mais monsieur, est-ce que vous croyez que c'est la sécurité sociale qui vous soigne? C'est simplement l'enrichissement du pays qui a permis de dégager l'argent nécessaire pour qu'on se soigne. Autre exemple, Jean-Marc Sylvestre, qui est un éminent journaliste que je connais bien et qui est en plus un libéral. En tout cas, il passe pour tel, il est même un des rares journalistes un peu libéraux de la télévision. Il a été malade, et Dieu merci, il a été bien soigné et sauvé. Et donc maintenant, à cette occasion, il a écrit un livre remerciant la sécurité sociale. Il aurait mieux fait de remercier tout simplement le corps médical. Et de se dire que s'il avait été assuré, il aurait été remboursé exactement de la même manière, et même peut-être mieux. Donc c'est vous dire, à ce stade-là, on se demande vraiment si on n'est pas dans un phénomène qu'on pourrait appliquer... qui relèverait par exemple, de la psychologie des foules. On n'est plus dans un phénomène normal. En vous écoutant, je viens de réaliser quelque chose, c'est que les gens confondent complètement l'organe et la fonction. C'est-à-dire que pour eux, la sécurité sociale, c'est devenu la protection sociale. Exactement. C'est ça l'erreur qu'ils font. Non,
Et Boissonnat et votre autre interlocuteur, et Sylvestre, on veut dire, grâce à la protection sociale, j'ai été sauvé, c'est-à-dire des mécanismes financiers, etc. Mais pas la sécurité sociale, qui n'est qu'un organe. Alors la protection sociale, il faut absolument pas y toucher, je pense que ça fait partie de notre patrimoine, il faut peut-être l'adapter effectivement en fonction, parce qu'il y a des fraudes, etc., et en fonction également de la mondialisation, à quel stade le plus élevé on doit arriver, pour qu'ensuite l'économie ne s'effondre pas. Donc ce sont des calculs complexes à faire, où cette fois-ci l'intérêt général, l'intérêt particulier, non seulement apprécié dans un espace national, mais européen et international, se fait. C'est complexe. Mais il faut qu'on ait le maximum de protection sociale. Mais par quel miracle ça passerait uniquement par certains organes qui, pardonnez-moi, n'ont pas fait leur preuve de leur très grande compétitivité et très grande efficacité. Est-ce que vous pensez qu'il y a déjà eu une seule fois un audit complet de la sécurité sociale? Je pense que c'est impossible. C'est absolument impossible. Et pourtant, nous y avons droit. Vous cotisez, je cotise. On a le droit de savoir si notre argent est optimisé pour nous, mais également pour nos concitoyens. Moi, je n'y cotise plus depuis longtemps. mais il n'empêche qu'en tant que citoyen, étant donné que ça nous coûte quand même, parce qu'on paye de la CSG, on a le droit de savoir cela. Mais ma cotisation volontaire a cessé depuis 1994, comme vous le savez. Donc, il a fallu bien donner l'exemple, n'est-ce pas? Non, ce que je voulais également vous dire, et en ajouter aux deux exemples précédents, c'est que le journal Le Monde a publié, non pas sous sa responsabilité, c'est un supplément qui est réalisé par d'autres que les rédacteurs du journal, mais qui est quand même vendu avec le journal, et il en prend d'une certaine manière la responsabilité. Figurez-vous qu'il a publié ce supplément sur l'hôpital. Eh bien, figurez-vous que dans les mesures qu'il faut prendre pour l'hôpital, les propositions de meilleure gestion, les propositions d'organisation, il n'y a pas un seul médecin qui ait été autorisé à s'exprimer. Il n'y avait que des directeurs d'hôpitaux, des gestionnaires de ceci ou de cela. C'est-à-dire qu'on a exclu le médecin de l'hôpital, on l'a exclu, je veux dire, des responsabilités qui sont les siennes, et qu'on s'étonne ensuite que l'hôpital soit en faillite, dérive en permanence. Alors, moi j'ai une simple suggestion de bon sens à faire. C'est que des personnes qui ont besoin d'un examen médical se présentent, d'une part, dans une caisse de sécurité sociale et exigent d'être examinés par les guichetiers. Puis ensuite, qu'ils aillent à l'hôpital, qu'ils exigent de voir le directeur ou alors un de ses adjoints et qu'ils l'examinent. Il ne veut surtout pas voir de médecin puisque le médecin ne compte pas. Ce serait quand même une bonne manière. Dans un pays normal, cher Jean-François, ce genre de manifestation serait courante. Bien sûr. Or, en France, il n'y a pas une personne qui ait le culot, ou tout simplement l'humour, nécessaire pour le faire. S'il y a bien ici et là des petits groupes qui s'amusent, mais ça, ils n'ont jamais eu cette idée-là. Et pourtant, c'est bien cela. Et ce qui m'y fait penser, c'est votre remarque sur la confusion entre protection sociale et les soins que l'on reçoit. Mais complètement. Et c'est vrai que lorsque tout d'un coup, il nous arrive dans la vie d'avoir un problème de santé, on bénit le système de protection sociale française qui est absolument extraordinaire, avec des médecins et du personnel médical, des aides-soignantes, des infirmières qui ont un dévouement incroyable. Mais ces gens-là, ils ont le droit d'avoir, j'allais dire, un support financier et sociétal ouvert qui précisément permettent encore des progrès. Et pour l'instant, c'est loin d'être Alors c'est toute la difficulté de la réforme dans un pays comme la France. Alors on nous dit, c'est classique, que la France est un pays qui n'aime pas la réforme mais qui fait des révolutions. Il se peut que nous vérifions dans un délai qu'il est impossible d'établir maintenant, mais que nous vérifions la vérité de cet aphorisme. En ce qui me concerne, compte tenu de l'évolution de la situation, je ne serais pas surpris de cette évolution, car quand on ne peut pas faire de changement, il y a bien un moment où ça craque. Et actuellement, moi j'ai le sentiment que le tissu social français, mais au sens large du terme, je ne vise pas simplement les manifestations de fonctionnaires, je dis le tissu social français dans toute sa conception et dans toute sa largeur, soit en train de s'effriter. On le voit tout simplement en allant dans les magasins. Je ne sais pas s'il vous arrive de faire les courses. Bien sûr. Je pense que de temps en temps, il y a de moins en moins de monde dans les magasins. Les gens ont du mal. Donc, regardez les problèmes qui se posent pour du carburant, pour l'essence. Bon, la France est un pays qui est en train d'évoluer dans un sens très inquiétant. Et j'ai eu la grande surprise, en regardant une émission l'autre jour, sur la télévision, d'entendre le journaliste qui interrogeait le délégué général des industries pétrolières. Et lui disait, mais enfin monsieur, est-ce que vous vous rendez compte que si ça continue comme ça va être la révolution? C'est extraordinaire de dire que sur une chaîne d'État, on entende parler de révolution. En effet.
Et je crois qu'il y a d'autres raisons de révolution, c'est le fait que nous étouffons dans le droit actuel. Alors, car vous êtes professeur de droit et également avocat, est-ce que vous avez encore confiance dans la justice de votre pays et du nôtre aussi? Précisez votre question. Si c'est confiance en ce qui concerne, par exemple, l'intégrité financière des magistrats du siège, ou sans aucun doute. Sans aucun doute. Sur l'application du droit. Alors, sur l'application du droit, il y a une partie d'ignorance, ben oui, quand même, hein. Et il y a une partie de crainte, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Si j'élargis un petit peu votre question, et même si on sort quelques instants de notre sujet, moi je dis à mes examens, à mes étudiants lorsqu'ils vont présenter le concours de l'entrée à l'ENM, l'école de magistrature de Bordeaux, je leur dis, écoutez, si vous choisissez l'instruction, je vous en prie, devenez rapidement le meilleur juge d'instruction de France. C'est facile. C'est-à-dire que vous allez instruire à charge et à décharge. Ah non, pardon. Comme maintenant le principe de présomption d'innocence est une valeur constitutionnelle, vous allez commencer à instruire à décharge. Et ensuite à charge. J'aimerais bien d'ailleurs que ce soit appliqué aussi par l'administration fiscale, ça. Oui. Et donc, si vous voulez, il y a des processus. Maintenant, votre allusion, c'était est-ce qu'on peut faire confiance pour l'application du droit? Il y a très souvent des défaillances ou des problèmes d'interprétation, comme ce qu'on a vu avec les problèmes sur la virginité à l'heure actuelle, où il y a tout d'un coup des problèmes qui sont un peu limites, comme ça. Cela étant, quand je me désole, quand je me compare, je me console. Il y a beaucoup de pays au monde où la justice est quand même, il faut qu'on fasse un petit peu un point. Mais je reviens, Claude a une question peut-être un peu plus générale. Qu'est-ce que c'est qu'un régime démocratique après tout? Un régime démocratique, comment est-ce qu'on l'a défini à l'heure actuelle en droit positif? C'est, parce que ça répond à votre question, l'état de la France, c'est un état de droit, une séparation des pouvoirs, je reprends les termes de la Déclaration des droits de l'homme, et puis la garantie fondamentale des droits assurés. Bien. Mais c'est pas assez. Après tout, quand vous mettez le suffrage universel et le pluralisme, ça n'empêche pas Hitler d'arriver au pouvoir. Hein. Bon. Ou certains pays arabes qui truquent les élections, ou arabes, ou musulmans, ou même chrétiens, catholiques, protestants, et toute religion, où il y a tout d'un coup des forts groupes de pression comme ça, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Proche-Orient et ailleurs, on l'a vu dans les pays de l'Est aussi. Bien. Mais en réalité, dans une démocratie, il y a aussi une autre dimension, c'est-à-dire qu'on travaille tous, ça veut dire qu'on consacre notre temps, notre vie à une activité. Et c'est pour ça qu'on dit le temps c'est l'argent, hein, c'est pour ça, c'est une vérité extrêmement profonde. Et donc, ces tranches de vie qu'on consacre pour avoir un revenu, on a le droit, après tout, qu'avec notre revenu, la société s'organise pour nous donner le maximum de prestations que nous souhaitons, que ce soit les grands services publics ou autre chose. Donc on a un droit à ce que la société optimise le fruit de notre travail. Et ça, j'allais dire, c'est du pain béni pour les politiques d'expliquer ça. En disant, il n'y a qu'un seul mode qu'on connaît pour l'instant, c'est la concurrence. Il y a des choses qui sont de l'intérêt général et qui exigent un monopole. Exemple, le TGV. Là, parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas mettre la concurrence, etc. Encore qu'elle existe déjà, puisqu'il y a des TGV étrangers qui roulent sur les lois françaises. D'accord, mais lancer le processus, c'est vrai que ça exige ça, ou l'industrie nucléaire, des choses comme ça, vous comprenez encore qu'il arrive à tout ça. Bien. Mais il faut expliquer aux gens que vous passez votre brève vie terrestre à parfois souffrir dans le travail, pour beaucoup d'entre eux qui n'ont pas le chance d'avoir des travaux ou du travail gratifiant. Donc, vous devez exiger de la société que le modèle sociétal vous assure le maximum de choses que vous pouvez souhaiter dans le domaine de la protection ou dans le domaine de la consommation. Et ça, pour l'instant, le schéma français ne l'assure pas. Alors, c'est précisément... C'est un des droits de l'homme, ça, c'est un des droits de l'homme, précisément. Et je crois que les semaines et les mois qui viennent, je ne dis pas les années, parce que les choses vont aller plus vite, il y a toujours un moment où l'histoire s'accélère, et nous vivons en ce moment, je crois, une accélération de l'histoire. Nous allons avoir, très certainement, cette évolution qui va voir les gens, parce qu'ils sont poussés dans leur dernier retranchement maintenant, avoir des exigences. Alors à nous de leur expliquer dans le mieux possible et avec le plus de conviction possible que c'est dans la concurrence qu'ils trouveront les meilleures garanties, et que c'est également dans le droit qu'ils trouveront le meilleur moyen de se défendre. Il faut qu'il y ait une pédagogie politique générale. Et puis, Claude, pour ce qui est de l'évolution générale de notre pays, on peut finalement, c'est peut-être ça mon petit mot de la fin, appliquer ce qu'on s'applique à titre individuel, c'est-à-dire le destin,
c'est ce qui arrive et qu'on n'attendait pas. Eh bien, ce sera effectivement un très beau mot de la fin. Le destin, c'est ce qui arrive et qu'on n'attendait pas. Et donc, sur ce mot particulièrement bienvenu du professeur Jean-François Prévost, que je remercie vivement d'avoir accepté notre invitation, je vous souhaite, madame, mademoiselle, monsieur, d'être très attentifs aux évolutions de notre société. Et vous avez un bon moyen pour cela, c'est de regarder Reichmann TV. À bientôt, soyez heureux, portez-vous bien et vive la France.